Le 23 octobre 2017, Coralie Valence pose sa main tremblante sur une poignée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cette porte, dissimulée derrière un panneau de bois dans son propre sous-sol, vient de révéler son existence après 7 années de silence. 7 années depuis que sa fille Tiffaine, âgée de 14 ans, avait disparu sans laisser de traces de leur maison familiale de Strasbourg. Lorsque Coralie pousse cette porte secrète, l'odeur de terre humide et de renfermé qui s'échappe lui glace le sang. Devant elle s'étend un tunnel étroit, creusé avec une précision troublante dans le sol alsacien. Ses mains d'architecte reconnaissent immédiatement le travail minutieux, calculé, d'une personne qui connaît parfaitement les structures souterraines. Ce tunnel mène quelque part, et Coralie pressent que ce quelque part détient enfin les réponses qu'elle cherche depuis que sa fille s'est volatilisée par une froide soirée d'automne de 2010. Mais comment une telle structure a-t-elle pu exister sous sa propre maison sans qu'elle ne s'en aperçoive? Et surtout, qui a eu l'audace et les compétences nécessaires pour construire ce passage secret qui relie son sous-sol à l'inconnu? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Strasbourg, capitale de l'Alsace, ville où se mêlent les influences françaises et germaniques, où les maisons à colombages côtoient les bâtiments européens modernes. En 2010, la famille Valence vivait dans le quartier résidentiel de Königshofen, dans une maison des années 70 typique de cette époque d'expansion urbaine. Rue des Jardins, une voie tranquille bordée de pavillons avec jardin, où les enfants jouaient encore dans les rues et où tout le monde se connaissait. Coralie Valence, 38 ans à l'époque, travaillait comme architecte dans un cabinet réputé de la ville. Spécialisée dans la rénovation de bâtiments historiques, elle avait développé une expertise particulière dans l'analyse des structures anciennes et des modifications architecturales. Son mari, Philippe, ingénieur civil de 41 ans, était employé par la communauté urbaine de Strasbourg, participant aux grands projets d'infrastructure de la région. Leur fille unique, Tiffaine, était une adolescente de 14 ans qui fréquentait le collège local. Élève brillante, elle excellait particulièrement en littérature et en musique. C'était une enfant réservée mais passionnée, qui passait des heures à lire dans sa chambre ou à jouer du piano. Ses parents la décrivaient comme une jeune fille mature pour son âge, responsable et jamais source d'inquiétude. La rue des Jardins était habitée par des familles de classe moyenne, principalement des couples avec enfants et quelques retraités. Parmi eux, Marcel Lemoine, un homme de 52 ans, professeur de musique retraité de l'Éducation nationale. Veuf depuis 3 ans, il vivait seul dans sa maison, située à seulement 2 propriétés de celle des Valence. Marcel était apprécié du voisinage pour sa discrétion et sa gentillesse, donnant parfois des cours particuliers de piano aux enfants du quartier. Les maisons de cette rue, construites selon les standards des années 70, possédaient toutes des sous-sols complets, souvent utilisés comme cave à vin, buanderie ou espace de stockage. La géologie de cette partie de Strasbourg, avec son sol argileux typique de la plaine du Rhin, permettait ce type de construction souterraine sans difficulté majeure. En octobre 2010, la vie de cette communauté paisible allait basculer. Tiffaine suivait des cours de piano avec Marcel Lemoine depuis 6 mois. Ses leçons hebdomadaires, chaque mardi soir, étaient devenues une routine appréciée par l'adolescente qui montrait des dispositions naturelles pour l'instrument. La soirée du 12 octobre 2010 commençait comme toutes les autres. Le mardi 12 octobre 2010, 18h30, Tiffaine Valence termine son goûter habituel. Un morceau de pain avec du miel d'acacia qu'elle aimait particulièrement. Sa mère, Coralie, rentrée plus tôt du bureau pour terminer des plans à la maison, observe sa fille rassembler ses partitions de Chopin dans son cartable en cuir marron. « N'oublie pas ton écharpe, il fait froid ce soir », lui rappelle Coralie en levant les yeux de ses dessins techniques. La température extérieure avoisine les 8 degrés, typique d'un automne alsacien. « Je n'en ai que pour 1 heure, maman. Monsieur Lemoine dit que je progresse bien sur la valse minute.
répond Tiphaine avec ce sourire discret qui la caractérise. À 18h45 précise, Tiphaine franchit la porte d'entrée familiale. Madame Hoffmann, la voisine d'en face, qui arrosait ses géraniums sur son balcon, la salue d'un geste de la main. Tiphaine lui répond politely avant de disparaître au coin de la rue en direction de chez Marcel Lemoine. Ce sera la dernière fois qu'une personne extérieure à la famille Valence verra Tiphaine vivante. À 20h15, Coralie commence à s'inquiéter. Les cours se terminent habituellement vers 20h, et Tiphaine est toujours ponctuelle. Elle enfile sa veste et se dirige vers la maison de Marcel Lemoine, située au numéro 15 de la rue des Jardins. La maison de Marcel est plongée dans l'obscurité. Aucune lumière aux fenêtres, aucun signe d'activité. Coralie sonne à plusieurs reprises, frappe à la porte. Silence total. Elle fait le tour de la propriété, vérifie la petite remise où Marcel range son vélo et ses outils de jardinage. Rien. De retour chez elle, Coralie trouve Philippe qui vient de rentrer de son travail. Ensemble, ils retournent chez Marcel. Philippe remarque quelque chose d'étrange. La voiture de Marcel, une Citroën X-Sara bleue de 2005, n'est pas garée à sa place habituelle dans l'allée. À 21h, Philippe contacte la gendarmerie de Königshofen. Le gendarme de permanence, le maréchal des logis-chefs Dubout, prend note de la disparition, mais explique qu'il faut attendre 48 heures avant de déclencher officiellement les recherches pour un mineur. Cependant, étant donné les circonstances particulières et l'âge de Tiphaine, il accepte de faire une première vérification. Le gendarme Dubout se rend chez Marcel Lemoine vers 22h. Il constate effectivement l'absence du professeur et de sa voiture. En interrogeant discrètement les voisins, il apprend que personne n'a vu Marcel depuis le matin même. Madame Crépin, qui habite juste à côté de chez lui, confirme avoir entendu sa voiture démarrer vers 8h du matin, comme d'habitude, mais ne l'avoir pas entendu revenir. Le lendemain matin, 13 octobre, l'inquiétude devient panique. Marcel Lemoine demeure introuvable, tout comme Tiphaine. Sa sœur, contactée à Nancy, explique qu'elle n'a aucune nouvelle de son frère depuis une semaine. Le collège confirme que Marcel n'a pas donné cours ce jour-là, ce qui est extrêmement inhabituel pour cet homme méticuleux qui n'avait jamais manqué un seul jour de travail en 30 ans de carrière. L'enquête officielle débute le 14 octobre 2010 sous la direction de l'inspecteur Laurent Bergeron de la police judiciaire de Strasbourg. Les premières investigations révèlent que le compte bancaire de Marcel Lemoine n'a montré aucune activité depuis le 11 octobre. Sa voiture est retrouvée le 15 octobre dans le parking du centre commercial Rive-Étoile, fermé à clé, sans trace de lutte ou d'effraction. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs découvrent le sac de musique de Tiphaine, contenant ses partitions de Chopin et son métronome personnel, aucune autre trace de l'adolescente. La fouille de la maison de Marcel Lemoine ne révèle rien d'anormal. Sa demeure, parfaitement rangée, ne présente aucun signe de départ précipité ou de lutte. Ses vêtements sont dans l'armoire, ses effets personnels à leur place habituelle. Seul manquent quelques éléments. Sa trousse de toilette, des sous-vêtements et un manteau d'hiver. Le piano où Tiphaine prenait ses cours porte encore ses empreintes digitales sur les touches. Sur le pupitre, la partition de la valse Minute de Chopin, ouverte à la page exacte qu'elle étudiait. L'enquête de voisinage ne fournit aucun élément exploitable. Personne n'a vu Tiphaine entrer chez Marcel ce soir-là, bien que Madame Hoffmann confirme l'avoir vu se diriger vers sa maison. Aucun témoin n'a remarqué d'activité suspecte, de véhicules inhabituels ou de comportements étranges. Les parents de Tiphaine vivent leur pire cauchemar. Philippe, homme habituellement maître de lui, sombre dans une colère sourde contre les autorités qu'il juge trop lentes. Coralie, elle, développe une obsession pour les détails, scrutant inlassablement chaque élément de l'enquête avec son œil d'architecte formé à analyser les structures et les plans. Une semaine après la disparition, l'inspecteur Bergeron organise une conférence de presse. Les parents de Tiphaine lancent un appel émouvant, diffusé sur France 3 Alsace et repris par plusieurs médias nationaux. La photo de Tiphaine, souriante dans son uniforme de collégienne, fait la une des journaux régionaux.
Mais malgré les dizaines d'appels reçus, aucune piste sérieuse n'émerge. Marcel Lemoine et Tiphaine Valence semblent s'être volatilisés dans la nuit strasbourgeoise. Les mois qui suivent la disparition de Tiphaine transforment radicalement la vie des Valence et de toute la rue des Jardins. Philippe, rongé par l'impuissance, multiplie les congés sans solde pour participer aux recherches bénévoles organisées dans la région. Il arpente les forêts vosgiennes, interroge les automobilistes sur les aires d'autoroute, colle des affiches dans tous les villages d'Alsace. Coralie, elle, adopte une approche différente. Son esprit d'architecte la pousse à analyser méthodiquement tous les éléments du dossier. Elle constitue ses propres archives, photographie chaque document officiel, établit des chronologies précises. Sa formation professionnelle lui permet de comprendre les plans cadastraux, d'analyser les accès possibles, de décortiquer la topographie des lieux de recherche. Le couple traverse une période de tensions extrêmes. Philippe reproche à sa femme son attitude froide et technique, tandis que Coralie ne supporte plus l'agitation stérile de son mari. Leurs caractères opposés, qui s'équilibraient harmonieusement avant le drame, deviennent source de conflits permanents. Au printemps 2011, soit 6 mois après la disparition, l'enquête officielle ralentit considérablement. L'inspecteur Bergeron avoue aux parents qu'en l'absence de nouvelles pistes, le dossier va être classé en instance. Les recherches actives s'arrêtent, même si le dossier reste techniquement ouvert. La rue des Jardins n'est plus la même. Les enfants ne jouent plus dehors sans surveillance rapprochée. Les voisins se regardent avec suspicion, chacun s'interrogeant sur les secrets que peuvent cacher les maisons voisines. Madame Crépin, qui habitait à côté de Marcel Lemoine, déménage à Colmar chez sa fille, incapable de supporter de vivre à proximité de cette maison vide qui lui rappelle quotidiennement le drame. La maison de Marcel reste inhabitée, ses volets fermés. Sa sœur de Nancy, seule héritière, n'ose pas la mettre en vente tant que l'enquête n'est pas définitivement close. Cette bâtisse silencieuse devient le symbole obsédant de l'énigme non résolue. Coralie développe une routine particulière. Chaque soir, vers 18h45, elle se poste à sa fenêtre et observe la rue, refaisant mentalement le trajet de sa fille ce soir-là. Elle scrute la maison de Marcel, cherchant des indices que les enquêteurs auraient pu manquer. Philippe, lui, sombre progressivement dans l'alcool. Ses performances professionnelles se dégradent, ses collègues évitent de parler du sujet. Il accumule les arrêts maladie, puis finit par prendre une mise en disponibilité prolongée de la fonction publique. En 2012, soit 2 ans après la disparition, un événement relance brièvement l'espoir. Un randonneur découvre dans la forêt de Haguenau des ossements humains et des lambeaux de vêtements. L'analyse ADN révèle qu'il s'agit d'une femme d'une 50aine d'années, décédée depuis au moins 10 ans. Ce n'est pas Tiphaine, mais cette découverte réveille tous les traumatismes. Les années passent. Philippe et Coralie consultent plusieurs psychologues, tentent des thérapies de couple, mais rien n'y fait. En 2014, ils se séparent à l'amiable. Philippe s'installe dans un appartement du centre-ville de Strasbourg, tandis que Coralie reste dans la maison familiale, incapable de s'en séparer par peur de perdre définitivement sa fille. Cette décision de rester seule dans cette maison chargée de souvenirs surprend l'entourage de Coralie. Ses collègues, sa famille, ses amis, la presse de recommencer sa vie ailleurs. Mais elle refuse catégoriquement. Si Tiphaine revient, elle doit pouvoir retrouver sa maison, répète-t-elle inlassablement. Coralie reprend progressivement son travail d'architecte, mais se spécialise désormais exclusivement dans l'expertise technique de bâtiments anciens. Cette nouvelle orientation professionnelle lui permet de développer une expertise pointue dans l'analyse des structures souterraines, des caves voûtées, des passages secrets que l'histoire alsacienne recèle en abondance. Elle étudie les techniques de construction du XIXe et du XXe siècle, apprend à déceler les modifications postérieures, à identifier les ajouts non documentés. Sans le réaliser, elle acquiert exactement les compétences qui lui seront indispensables 7 ans plus tard. En 2015, Philippe refait sa vie avec une collègue de travail, Sandrine, une femme de 35 ans, sans enfant.
Il déménage à Schiltigheim et tente de reconstruire un équilibre personnel. Ses contacts avec Coralie se limitent désormais aux commémorations annuelles du 12 octobre et aux rares nouvelles de l'enquête. Coralie, elle, reste célibataire. Sa maison devient son refuge et son obsession. Elle entreprend de petits travaux d'amélioration, réaménage certaines pièces, toujours dans l'espoir secret que ces modifications puissent révéler des indices cachés. Elle établit des contacts réguliers avec d'autres familles de disparus, participe à des associations, échange sur des forums Internet spécialisés. Ces interactions lui apprennent que de nombreuses affaires trouvent leur résolution des années, parfois des décennies après les faits, grâce à la ténacité des proches. Septembre 2017. 7 années se sont écoulées depuis la disparition de Tiphaine. Coralie, maintenant âgée de 45 ans, a pris une décision importante. Rénover entièrement le sous-sol de sa maison pour en faire un bureau professionnel. Cette décision répond à un besoin pratique, développer son activité d'expertise en bâtiments anciens, mais aussi à une nécessité psychologique. Le sous-sol familial était resté dans l'état exact où il se trouvait en octobre 2010. Coralie n'y descendait que pour la maintenance indispensable de la chaudière ou pour accéder au compteur électrique. Cette pièce était devenue un sanctuaire figé dans le temps, rempli des affaires de Tiphaine qu'elle n'arrivait pas à déplacer. Mais en cette rentrée de septembre, quelque chose a changé chez Coralie. Peut-être la lassitude, peut-être une forme d'acceptation, ou simplement le besoin vital de reprendre le contrôle de sa vie. Elle contacte une entreprise locale de rénovation, Bâtiment Service Alsace, dirigée par Claude Muller, un artisan qu'elle connaît professionnellement. Les travaux commencent le lundi 4 septembre 2017. L'objectif est de créer un véritable bureau d'architecte avec espace de réception pour les clients. Cela nécessite de repenser entièrement l'aménagement du sous-sol, d'améliorer l'isolation thermique et phonique, d'installer un éclairage professionnel et de créer un accès indépendant par l'extérieur. Claude Muller et son équipe, son fils Jérôme et l'ouvrier spécialisé Denis Bachmann découvrent rapidement que le sous-sol présente des particularités inhabituelles. La dalle de béton, coulée vraisemblablement dans les années 70 lors de la construction, montre des différences de teinte et de texture qui intriguent les professionnels. Madame Valence, explique Claude Muller le mercredi 6 septembre, votre dalle n'est pas homogène. On dirait qu'elle a été coulée en plusieurs fois, ou qu'il y a eu des reprises. C'est pas forcément un problème, mais pour les fondations de vos nouvelles cloisons, on va devoir vérifier l'épaisseur et la solidité. Coralie, dont l'œil d'architecte sait déceler ces nuances, examine attentivement les observations de l'artisan. Effectivement, une zone rectangulaire d'environ 2 mètres sur 1 mètre, située contre le mur qui donne sur le jardin, présente une couleur légèrement différente du reste de la dalle. C'est peut-être un regard d'évacuation bouché, suggère Denis Bachmann. Dans les années 70, il faisait parfois des drainages qu'il modifiait après. Pour s'en assurer, l'équipe décide de percer quelques trous d'exploration avec une carotteuse. Le vendredi 8 septembre, vers 15 heures, Denis Bachmann attaque la zone suspecte avec son outil. À 30 cm de profondeur, la mèche rencontre une résistance inattendue. « Il y a quelque chose en dessous », annonce-t-il en arrêtant sa machine. « C'est pas de la terre, c'est dur mais creux. » Intriguée, Coralie descend examiner le trou. En approchant une lampe torche, elle distingue nettement un espace vide sous la dalle. L'air qui remonte sent le renfermer et l'humidité, mais aussi quelque chose d'autre qu'elle n'arrive pas à identifier. Claude Muller propose de découper un carré de dalle pour voir ce qui se cache dessous. Ça peut être un ancien réservoir de mazout ou une cave technique. De toute façon, il faut qu'on sache ce qu'il y a pour nos fondations. Le lundi 11 septembre 2017, l'équipe découpe soigneusement un panneau de dalle de 80 cm sur 80 cm. Lorsque le béton cède, un courant d'air froid s'échappe de l'ouverture. Coralie, qui assiste à l'opération, sent son cœur s'accélérer quand Denis descend sa lampe dans l'ouverture. « Nom de Dieu !» murmure l'ouvrier. « Madame Valence, il faut que vous voyiez ça. » Coralie s'approche de l'ouverture.
ses jambes tremblant légèrement. Denise éclaire l'intérieur avec sa lampe torche professionnelle. Ce qu'elle découvre la laisse sans voix. Sous sa maison s'étend un espace aménagé, avec des murs en parpaing et un sol carrelé. Mais ce qui la frappe le plus, c'est la propreté relative des lieux et l'absence de toiles d'araignée ou de débris que l'on s'attendrait à trouver dans un espace abandonné depuis des décennies. « C'est pas normal, ça », constate Claude Muller en descendant à son tour sa lampe. « Cet espace a été utilisé récemment. Regardez, il y a même des traces de pas dans la poussière. » L'architecte en Coralie reprend le dessus sur l'émotion. Elle analyse mentalement les dimensions, l'orientation, les matériaux utilisés. Cette construction souterraine mesure approximativement 3 mètres sur 4, avec une hauteur sous plafond d'environ 2,10 mètres. Les murs sont enduits et peints en blanc, le sol carrelé avec un carrelage industriel gris. Plus troublant encore, une gaine électrique court le long d'un mur, suggérant que cet espace était alimenté en électricité. « Il faut qu'on descende », déclare Coralie d'une voix qu'elle s'efforce de maintenir stable. Claude Muller hésite. « Madame Valence, je pense qu'il vaudrait mieux prévenir les autorités d'abord. Cet espace n'apparaît sur aucun plan de votre maison, j'en suis sûr. » Mais Coralie a déjà enjambé l'ouverture et se laisse glisser dans l'espace souterrain. Le sol carrelé résonne sous ses pieds. L'odeur de renfermé est plus forte ici, mélangée à quelque chose qu'elle n'arrive toujours pas à identifier précisément. Une odeur douceâtre, presque médicamenteuse. Denis lui passe sa lampe torche et descend à son tour, suivi par Claude et Jérôme. Les 4 personnes se retrouvent dans cet espace clandestin, leur respiration formant de petits nuages dans l'air frais et humide. C'est Jérôme, le fils de Claude, qui remarque le premier l'anomalie la plus troublante. Regardez là-bas, dans le coin, il y a une ouverture. Effectivement, dans l'angle opposé à celui par lequel ils sont descendus, une ouverture rectangulaire d'environ 1 mètre de haut sur 60 centimètres de large a été ménagée dans le mur. Cette ouverture donne sur ce qui semble être un tunnel. Coralie s'approche, le cœur battant. Le tunnel, creusé dans la terre argileuse typique de la région, est étayé par des planches de bois et mesure environ 1,20 mètre de hauteur. Il s'enfonce dans l'obscurité vers... Où exactement? Mon Dieu, souffle-t-elle en réalisant soudain l'orientation du tunnel. D'après ses calculs mentaux basés sur la position de sa maison et l'angle du passage, ce tunnel se dirige vers l'est, vers les propriétés voisines, vers la maison de Marcel Lemoine. Claude Muller pose sa main sur l'épaule de Coralie. « Madame Valence, il faut appeler la police maintenant, tout de suite. » Mais Coralie ne peut détacher son regard du tunnel. Cette année de questions sans réponse, cette année d'obsession et de culpabilité refont surface d'un coup. Ce passage secret sous sa propre maison, cette construction qu'elle n'avait jamais soupçonnée, change tout. Si quelqu'un a pu creuser et aménager cet espace sans qu'elle s'en aperçoive, quoi d'autre a-t-elle pu manquer? Depuis quand ça existe, d'après vous? Demande-t-elle à Claude. L'artisan examine les matériaux, touche les enduits, observe les traces d'usure. Difficile à dire exactement, mais vu l'état des matériaux et la technique utilisée, je dirais au moins 10 ans, peut-être 15. Les parpaings et le carrelage, c'est du standard années 90, 2000, 15 ans. Cela signifie que cette installation existait déjà quand Tiphaine a disparu. Peut-être même depuis qu'ils habitaient cette maison. Il y a autre chose, ajoute Denis en explorant l'espace avec sa lampe. Regardez ici, près de l'entrée du tunnel. Il éclaire une petite étagère métallique fixée au mur, sur laquelle sont posés quelques objets, une lampe torche, des piles, un petit carnet et ce qui ressemble à une trousse de premier secours. Coralie s'approche du carnet avec des gestes précautionneux. C'est un carnet à spirale ordinaire, du type que l'on trouve dans toutes les papeteries. En l'ouvrant, elle découvre des pages noircies d'une écriture fine et régulière. Des dates, des heures, des annotations cryptiques. 15 octobre 2010. Vérification système aération, lit-elle à voix haute d'une voix tremblante. 18 octobre 2010, modification éclairage tunnel. Les dates. Ces dates correspondent aux jours qui ont suivi la disparition de Tiphaine.
Quelqu'un utilisait cet espace secret pendant que toute la rue, que toute la police, que toute sa famille cherchait désespérément sa fille. Claude Muller n'attend pas davantage. Il sort son téléphone portable et compose le 17. « Allô, gendarmerie ? C'est Claude Muller, artisan à Königshofen. Je suis chez une cliente, Madame Valence, rue des Jardins, et on vient de découvrir un espace souterrain non déclaré sous sa maison, avec des installations suspectes. Il faut que vous veniez. » Pendant que Claude parle avec les autorités, Coralie continue d'examiner le carnet. Page après page, elle découvre un journal méticuleux tenu sur plusieurs années. Les entrées deviennent plus espacées avec le temps, mais la dernière date inscrite, la glace d'effroi, 12 octobre 2016, 6 ans. Vérification serrure. 6 ans après la disparition de Tiphaine, quelqu'un continuait d'utiliser cet espace secret. Quelqu'un qui commémorait visiblement l'anniversaire du 12 octobre. Jérôme, qui a continué d'explorer l'espace, fait une découverte encore plus troublante. « Il y a de l'électricité ici », annonce-t-il en actionnant un interrupteur dissimulé derrière l'étagère. Soudain, l'espace s'illumine. Des néons industriels révèlent des détails que les lampes torches n'avaient pas permis de distinguer. L'aménagement est beaucoup plus sophistiqué qu'il n'y paraissait. Les murs sont parfaitement enduits, le sol impeccablement carrelé. Dans un coin, une petite évacuation témoigne d'un système de drainage. Mais le plus troublant, ce sont les traces d'usure sur le sol qui dessinent un chemin net entre l'échelle d'accès et l'entrée du tunnel. « Madame Valence, dit doucement Denis, quelqu'un a beaucoup utilisé cet endroit. » L'arrivée des gendarmes, 15 minutes plus tard, interrompt ces découvertes. Le maréchal des logis-chefs Dubout, celui-là même qui avait pris la première déposition en 2010, descend dans l'espace souterrain accompagné de 2 collègues. Son visage se décompose quand Coralie lui montre le carnet et lui explique ses déductions sur l'orientation du tunnel. « Madame Valence, dit-il gravement, il faut qu'on sécurise les lieux immédiatement, et il faut qu'on appelle l'inspecteur Bergeron. » L'inspecteur Laurent Bergeron arrive sur les lieux à 18h, accompagné de 2 techniciens de l'identité judiciaire et du procureur adjoint de Strasbourg. 7 ans après avoir classé l'affaire Tiphaine Valence en instance, il se retrouve face à des éléments qui relancent complètement l'enquête. La première décision de Bergeron est de faire évacuer la maison et d'établir un périmètre de sécurité. Coralie est relogée temporairement chez sa sœur à Schiltigheim, tandis que les techniciens commencent un examen minutieux de l'espace souterrain. En 25 ans de carrière, confie Bergeron au procureur, je n'ai jamais vu une installation aussi sophistiquée dans une affaire de disparition. Whoever a construit ça savait exactement ce qu'il faisait. L'analyse du tunnel révèle une prouesse technique impressionnante. Long de 32 mètres, il relie effectivement le sous-sol de la maison Valence à celui de l'ancienne propriété de Marcel Lemoine. Le passage, parfaitement étayé, témoigne de connaissances approfondies en génie civil. Plus troublante encore, l'ensemble de l'installation, espace souterrain et tunnel, a été équipé d'un système de ventilation forcée et d'un éclairage alimenté par un branchement clandestin sur le réseau électrique. Le mardi 12 septembre, les techniciens font une découverte qui bouleverse l'enquête. En explorant le tunnel depuis la maison Valence, ils découvrent une porte métallique dissimulée à mi-parcours. Cette porte, fermée par un système de serrure à combinaison, donne accès à un second espace souterrain, plus vaste et plus complexe que le premier. Cet espace, situé techniquement sous le jardin qui sépare les 2 propriétés, mesure environ 6 mètres sur 4. Il est aménagé comme une pièce d'habitation sommaire, un lit de camp, une table, une chaise, des étagères avec des provisions de longue conservation. Mais ce qui glace le sang des enquêteurs, c'est la présence d'équipements de contention. Des chaînes fixées au mur, des sangles et dans un coin, ce qui ressemble à un système de surveillance rudimentaire. On a trouvé une prison souterraine, résume sobrement l'inspecteur Bergeron au procureur. L'analyse ADN des lieux révèle immédiatement la présence de traces biologiques de Tiphaine Valence. Cheveux, cellules de peau, salive. Tout indique que l'adolescente a séjourné dans cet espace.
Mais plus troublant encore, les analyses révèlent également des traces d'au moins 2 autres personnes de sexe féminin, toutes 2 mineures, d'après les premières estimations. Philippe Valence, prévenu par Coralie, arrive sur les lieux le mercredi matin. L'homme, qui avait réussi à reconstruire un semblant d'équilibre avec sa nouvelle compagne, s'effondre littéralement en apprenant que sa fille a probablement été séquestrée à quelques mètres de la maison familiale pendant que lui-même parcourait l'Alsace à sa recherche. 7 ans, répète-t-il inlassablement. Elle était là, juste là, pendant qu'on la cherchait partout. L'exhumation complète de l'installation souterraine prend une semaine entière. Les techniciens découvrent un réseau plus complexe qu'initialement prévu, avec plusieurs ramifications et des aménagements témoignant d'une utilisation sur de longues périodes. Des provisions, des médicaments, des vêtements de différentes tailles. Un tout suggère que ce lieu a servi à séquestrer plusieurs personnes sur plusieurs années. Mais le plus troublant reste à venir. En explorant la dernière section du tunnel, celle qui débouche dans le sous-sol de l'ancienne maison de Marcel Lemoine, les enquêteurs font une découverte qui remet en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur cette affaire. Car si Marcel Lemoine a effectivement disparu le même soir que Tiphaine, les indices découverts dans son sous-sol suggèrent qu'il n'était peut-être pas le seul responsable de cette installation. Les traces de pas, les objets personnels, les habitudes d'entretien révélées par l'analyse criminalistique pointent vers la présence régulière d'au moins 2 personnes adultes dans ce complexe souterrain. 2 complices pour un crime que tout le monde attribuait à un homme seul. Mais qui était le second? Et surtout, où se trouve-t-il maintenant, 7 ans après les faits? Le vendredi 15 septembre 2017, l'inspecteur Bergeron convoque une réunion d'urgence avec toute l'équipe d'investigation. Les éléments découverts dans le complexe souterrain ont bouleversé toutes les hypothèses initiales. Sur la table de la salle de briefing s'étalent les preuves accumulées. Photos, relevés ADN, objets personnels et surtout, le fameux carnet qui révèle une vérité encore plus troublante. L'analyse graphologique est formelle, annonce Bergeron. L'écriture de ce carnet ne correspond pas aux échantillons que nous avons de Marcel Lemoine. Nous avons affaire à une seconde personne. Cette révélation change tout. Si Marcel Lemoine n'est pas l'auteur du carnet, cela signifie que quelqu'un d'autre surveillait et entretenait cette installation après sa disparition. Quelqu'un qui connaissait parfaitement l'existence de ce complexe souterrain. Le lieutenant Sarah Müller, spécialisé dans l'analyse comportementale, présente ses conclusions. Le niveau de sophistication de cette installation nécessite des compétences multiples, génie civil pour le creusement et l'étayage, électricité pour l'alimentation, plomberie pour le drainage. Il est peu probable qu'une seule personne maîtrise tous ces domaines. Coralie, qui assiste à cette réunion en tant que partie civile, sent une idée germer dans son esprit d'architecte. « Inspecteur, intervient-elle, avez-vous vérifié qui avait accès au plan de construction des maisons de la rue des Jardins? Cette question simple va déclencher la découverte la plus stupéfiante de toute l'enquête. Les recherches dans les archives municipales révèlent que les plans de construction de toutes les maisons de la rue des Jardins, y compris celle des Valence et celle de Marcel Lemoine, ont été consultés à plusieurs reprises entre 2008 et 2010. La personne qui a demandé ces consultations? Philippe Valence lui-même, dans le cadre de son travail à la communauté urbaine de Strasbourg. L'inspecteur Bergeron relit le dossier personnel de Philippe avec un œil nouveau. Ingénieur civil spécialisé dans les infrastructures souterraines, expert en géotechnique, ayant travaillé sur de nombreux projets de tunnels et de canalisation dans l'agglomération strasbourgeoise. Philippe possédait exactement toutes les compétences nécessaires pour concevoir et réaliser cette installation souterraine. Mais le plus troublant reste à venir. En fouillant les archives numériques de la communauté urbaine, les enquêteurs découvrent que Philippe avait demandé en juillet 2010, soit 3 mois avant la disparition de sa fille, les plans géologiques détaillés du sous-sol de sa rue. Officiellement, cette demande était liée à un projet d'extension du réseau d'assainissement. Officieusement, elle lui donnait accès à toutes les informations nécessaires pour creuser un tunnel sans risquer d'endommager les canalisations existantes.
Le samedi 16 septembre, Bergeron prend la décision d'interroger Philippe. Depuis la découverte du complexe souterrain, l'ex-mari de Coralie s'est montré étrangement discret, prétextant un choc émotionnel pour éviter les questions des enquêteurs. Philippe se présente au commissariat accompagné de son avocat, Maître Dubois. Il nie catégoriquement toute implication dans la construction de l'installation souterraine. « Je suis victime comme tout le monde », répète-t-il. « Ma fille a disparu, ma vie a été détruite. » Mais son alibi pour la soirée du 12 octobre 2010 se révèle fragile. Philippe prétend être rentré directement du travail vers 18h30, soit après le départ de Tiphaine pour son cours de musique. Aucun témoin ne peut confirmer sa présence à la maison avant 20h15, moment où Coralie l'a trouvé en rentrant de chez Marcel Lemoine. L'interrogatoire s'intensifie quand Bergeron présente à Philippe le carnet découvert dans l'installation. Cette écriture ne correspond pas à celle de Marcel Lemoine. En revanche, elle présente des similitudes troublantes avec vos notes de service retrouvées dans vos archives professionnelles. Philippe pâlit, mais maintient ses dénégations. Son avocat demande une suspension d'audience. C'est à ce moment que survient l'élément qui va faire basculer définitivement l'enquête. Le technicien de l'identité judiciaire, Alain Schmitt, fait irruption dans la salle d'interrogatoire avec une découverte capitale. « Inspecteur, on a trouvé quelque chose dans la dernière section du tunnel. Une caisse métallique enterrée. Cette caisse, dissimulée sous le sol de la section qui mène à la maison de Marcel Lemoine, contient des documents qui révèlent la véritable nature de la relation entre Philippe et Marcel. Des lettres, des plans détaillés, des comptes bancaires, tous les éléments d'une association criminelle planifiée sur plusieurs années. Les lettres, datées de 2008 et 2009, révèlent comment Philippe et Marcel ont progressivement développé leur projet. Marcel, professeur retraité sans famille proche, était l'appât parfait. Sa position de professeur de musique lui donnait accès à de nombreuses jeunes filles. Philippe, avec ses compétences techniques, était l'architecte du projet. « Nous devons être patients », écrit Philippe dans une lettre datée de mars 2009. « L'installation doit être parfaite avant toute action. Tiphaine sera notre premier sujet d'étude. » Cette phrase glace le sang des enquêteurs. Philippe Valence, le père éploré qui avait mobilisé toute l'Alsace pour retrouver sa fille, était en réalité l'un de ses bourreaux. Le plan était diaboliquement élaboré. Marcel devait faire disparaître Tiphaine pendant son cours de musique, puis disparaître lui-même pour faire croire à un enlèvement. Philippe, en tant que père de la victime, était au-dessus de tout soupçon et pouvait surveiller l'enquête de l'intérieur. Mais quelque chose avait mal tourné. Les dernières lettres de la correspondance, datées d'octobre 2010, révèlent des tensions entre les deux hommes. Marcel semblait avoir des scrupules, évoquait la possibilité de tout arrêter. Philippe, lui, était déterminé à poursuivre. « Si tu fléchis maintenant, » écrit Philippe dans sa dernière lettre datée du 11 octobre 2010, « nous sommes perdus tous les deux. Demain soir, nous suivons le plan comme convenu. » Le lendemain, Tiphaine disparaissait. Face à ces preuves accablantes, Philippe Valence s'effondre. Après des heures de dénégation, il finit par avouer une vérité encore plus sordide que tout ce que les enquêteurs avaient imaginé. « Tout a commencé par curiosité intellectuelle », explique-t-il d'une voix monocorde. « Marcel et moi discutions souvent de psychologie, de comportement humain. Nous nous demandions comment des personnes réagiraient dans des situations de stress extrême. Cette curiosité intellectuelle s'était progressivement transformée en obsession. Philippe et Marcel avaient passé 2 années à planifier leur expérience, construisant méthodiquement leur installation souterraine. Tiphaine devait être la première, continue Philippe. Nous voulions étudier ses réactions, documenter son comportement. Ce n'était pas censé lui faire du mal. Cette justification pathétique ne trompe personne. Les aménagements découverts dans l'installation, système de contention, caméras de surveillance rudimentaires, stock de médicaments, témoignent d'intentions bien plus sinistres. Le 12 octobre 2010, le plan s'était déroulé comme prévu dans un premier temps. Tiphaine s'était rendu chez Marcel pour son cours de piano. Philippe l'attendait, caché dans la maison de son complice.
Ensemble, ils avaient endormi l'adolescente avec des sédatifs et l'avaient transportée dans l'installation souterraine. Mais Marcel, confronté à la réalité de leur acte, avait paniqué. Il voulait la libérer dès le premier jour, révèle Philippe. Il disait qu'on était allé trop loin, qu'il fallait tout arrêter. Cette divergence avait provoqué une dispute violente entre les deux hommes. Philippe, craignant que Marcel ne craque et ne les dénonce, avait pris une décision radicale. « Je n'avais pas le choix », murmure-t-il. Marcel représentait un danger pour nous deux. Dans la nuit du 13 octobre 2010, Philippe avait tué Marcel Lemoine dans l'installation souterraine. Le corps du professeur de musique repose encore quelque part dans les fondations de cette prison clandestine, probablement dans une section non encore explorée par les enquêteurs. Seul désormais, Philippe avait maintenu Tiphaine prisonnière dans l'installation pendant plusieurs semaines. « Elle était ma fille », dit-il, comme si cela justifiait tout. « Je prenais soin d'elle. » Les détails qu'il livre sur cette période sont d'une froideur glaçante. Chaque jour, Philippe descendait dans l'installation par le tunnel, apportait de la nourriture à sa fille, documentait son état psychologique. Tiphaine, traumatisée et droguée, avait mis du temps à comprendre que son propre père était son geôlier. Elle a fini par comprendre, admet Philippe. C'est devenu de plus en plus difficile de la contrôler. En novembre 2010, soit un mois après sa disparition, Tiphaine avait tenté de s'échapper. Elle avait réussi à sortir de l'espace de détention principal et à atteindre le tunnel. Mais Philippe l'avait rattrapée près de l'accès au sous-sol familial. Elle s'est débattue, raconte-t-il d'une voix blanche. Elle est tombée, elle s'est cognée la tête contre les parpaings. C'était un accident. Tiphaine Valence était morte le 15 novembre 2010, soit 1 mois et 3 jours après sa disparition, dans le tunnel que son père avait construit sous sa propre maison. Philippe avait ensuite caché le corps de sa fille dans la section la plus profonde de l'installation, aux côtés de celui de Marcel Lemoine. Pendant 7 années, il avait continué sa vie, jouant le rôle du père désespéré, participant aux recherches, consolant Coralie, tout en gardant le secret de son crime abominable. Le carnet découvert dans l'installation était effectivement le sien. Il y documentait ses visites régulières sur les lieux, ses vérifications techniques, ses commémorations des anniversaires. Une forme de pèlerinage morbide sur la tombe clandestine de sa fille. Pourquoi ? Demande l'inspecteur Bergeron, cette question que tous se posent. Philippe reste silencieux un long moment avant de répondre. Je voulais comprendre les limites de l'esprit humain, les mécanismes de la survie, la psychologie de la captivité. Tiphaine était un sujet d'étude idéal. Cette réponse, d'une froideur clinique, révèle la nature profondément psychopathe de Philippe Valence. Pendant 14 ans, il avait vécu aux côtés de sa famille sans que personne ne soupçonne sa véritable nature. Les fouilles complémentaires de l'installation permettent de retrouver les corps de Tiphaine et de Marcel Lemoine dans une section bétonnée du complexe souterrain. L'autopsie confirme les déclarations de Philippe. Tiphaine est morte d'un traumatisme crânien, Marcel d'un coup violent porté à la nuque. L'enquête révèle également que Philippe et Marcel avaient d'autres projets. Des listes de noms retrouvés dans leurs affaires personnelles indiquent qu'ils avaient identifié d'autres victimes potentielles parmi les élèves de Marcel. La mort accidentelle de Tiphaine et le meurtre de Marcel avaient interrompu une série criminelle qui aurait pu faire de nombreuses autres victimes. Coralie, confrontée à la vérité sur l'homme qu'elle avait épousé et avec qui elle avait vécu 15 ans, sombre dans un état de choc profond. « Comment ai-je pu ne rien voir ?» répète-t-elle inlassablement. « Comment ai-je pu vivre avec un monstre sans m'en apercevoir ?» La révélation que la porte secrète de son sous-sol avait été construite par son propre mari, probablement pendant qu'elle était au travail ou en déplacement, la hante particulièrement. « Il a construit la prison de notre fille sous nos pieds, » murmure-t-elle, « et moi, je n'ai rien vu. » Philippe Valence est inculpé de meurtre avec préméditation sur la personne de Marcel Lemoine, de séquestration et homicide involontaire sur la personne de Tiphaine Valence, ainsi que d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Il est écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg en attendant son procès. Le 23 octobre 2017,
Exactement 7 ans et 11 jours après la disparition de Tiphaine, ses parents peuvent enfin l'enterrer. La cérémonie qui se déroule au cimetière nord de Strasbourg rassemble tous les habitants de la rue des Jardins et de nombreuses personnes qui avaient participé aux recherches. Coralie se recueille longuement devant la tombe de sa fille. Cette pierre tombale, elle l'avait imaginée tant de fois pendant ces 7 années d'incertitude. Maintenant qu'elle existe enfin, elle lui apporte une forme de paix, même si la vérité sur la mort de Tiphaine la hantera probablement jusqu'à la fin de ses jours. Au moins, maintenant je sais, dit-elle simplement. L'affaire Tiphaine Valence devient rapidement un cas d'école dans les formations des enquêteurs. Elle illustre de manière dramatique comment un criminel peut utiliser sa position de victime pour échapper aux soupçons, et comment les apparences peuvent masquer les réalités les plus sordides. La maison de la rue des Jardins est vendue aux enchères. Coralie ne pouvait plus vivre dans cette maison où sa fille avait été séquestrée et tuée par son propre père. L'installation souterraine est entièrement comblée avant la vente, mais la propriété peine à trouver acquéreur. Philippe Valence sera finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Pendant son procès, il maintiendra sa version des faits, se présentant comme un homme ayant commis des erreurs par curiosité scientifique mal comprise. Cette défense pathétique ne trompera personne. Le verdict, rendu en présence de Coralie, met un point final judiciaire à cette affaire, même si les blessures psychologiques mettront bien plus longtemps à cicatriser. Aujourd'hui, Coralie Valence vit dans un petit appartement du centre-ville de Strasbourg. Elle a repris son travail d'architecte, mais se spécialise désormais dans l'expertise de structures dangereuses et la sécurisation d'espaces souterrains. Sa tragédie personnelle lui a donné une expertise unique qu'elle met au service de la prévention. Elle ne s'est jamais remariée et reste discrète sur sa vie privée. Parfois, elle participe à des conférences sur la prévention des crimes intrafamiliaux, témoignant de son expérience pour sensibiliser le public aux signaux d'alarme qu'elle n'avait pas su détecter. Les monstres, dit-elle souvent dans ses interventions, ne ressemblent pas aux monstres. Ils ressemblent à nos maris, nos pères, nos voisins. C'est ce qui les rend si dangereux. Cette affaire nous montre comment les apparences peuvent être trompeuses et comment des personnes en apparence normale peuvent dissimuler des aspects terrifiants de leur personnalité. La patience et la minutie de Coralie, guidée par son expertise professionnelle, ont permis de résoudre une énigme que la police avait été contrainte d'abandonner. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Aviez-vous soupçonné Philippe avant la révélation finale ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été marqué par cette enquête troublante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a bouleversé et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères criminels. Car parfois, la vérité est plus glaçante que la fiction.